Voilà, est-ce que tout le monde voit mon écran maintenant? Est-ce que tout le monde voit mon écran? Est-ce que quelqu'un peut dire si mon écran est visible? C'est bon, j'ai récapitulé là quelques citations sur les rêves. Alors, j'en ai un bouquin, là maintenant je l'ai fait tourner un peu de temps en temps. L'idée de ce répertoire est de montrer que les entrepreneurs, les créateurs, en l'occurrence Gabriel Chanel, les philosophes, les écrivains, Marcel Proust, les cinéastes, Stéphane Spielberg, donc voilà, beaucoup de personnes inspirantes s'autorisent à rêver. Donc ça paraît important parce que au fond, souvent on entend faut pas rêver, faut pas rêver, faut pas rêver. J'ai entendu ça beaucoup dans ma vie professionnelle. Faut pas rêver, c'est-à-dire l'idée du rêveur un peu, le doux rêveur un peu cancre au fond de la classe qui s'enfuit en regardant par la cour de récréation. Bon, c'est un peu cette idée-là que le rêve c'est le fait des paresseux. Des gens qui fuient les responsabilités, mais en fait, quand on regarde les choses, on s'aperçoit, y compris en France, que voilà, beaucoup de gens inspirants, beaucoup de gens qui créent, qui écrivent, qui font de la musique, du cinéma. On ne me voit pas, pourquoi on ne me voit pas? Parce que je n'ai pas ma vidéo, pardon. Rêve, voilà. Donc, c'est un peu ce bouquin de citations que je tiens, et peut-être vous avez une citation, peut-être vous avez un mantra, vous avez votre propre petit poème ou petit couplet pour parler du rêve, et vous pourriez le partager si vous en avez envie dans le chat. D'ailleurs, certains de ces phrases viennent de vidéoconférences comme ça, notamment celle de Marcel Proust, hein, qui est là. Si un peu de rêve est dangereux, ce qui en guérit, ce n'est pas moins de rêve, mais plus de rêve, et tout le rêve, mais tout le rêve. Voilà. Belle citation de Proust. Voilà, donc si vous en avez une, n'hésitez pas. Je vois que personne n'écrit dans le chat encore, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette conférence? Pourquoi est-ce que je fais cette conférence? Bon, bah, au fond, vous savez, vous avez tous confusément l'idée que quand le sens est là, voilà, ça va mieux. On est parfois confronté, alors encore plus quand on est confronté à des transformations, ce qui est souvent le cas. Voilà, on a besoin de repères pour se transformer, et le sens en fait partie. Alors, quand il y a des transformations, bon, ben, voilà, parfois, on s'épuise à les éviter ou à ne pas les voir ou à les refuser. Parfois, on se laisse un peu aller, on se laisse balloter. Donc là, on n'apprend pas grand-chose. Et puis, parfois, on prend en main sa vie. C'est-à-dire qu'on va conduire la transformation. Et donc là, c'est là qu'on voit confusément quelque chose. On apprend que ça peut marcher quand il y a du sens. Et on découvre les bénéfices du sens. Alors moi, je parle beaucoup de sens dans mes interviews. Et qu'est-ce que ça veut dire? On découvre du sens. Ben, c'est le plaisir d'agir, c'est les belles rencontres, c'est le sentiment d'être en phase avec l'environnement. C'est aussi la confiance dans le futur. Voilà, donc c'est ça qu'on ressent quand on prend en main cette trajectoire, son parcours dans une transformation. Mais ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est ça, mais plus que ça. Et au fond, une fois qu'on a fait ça lors d'une transformation, une fois qu'on s'est connecté à soi pour savoir qui on était et conduire sa transformation, au fond, qu'est-ce qu'on fait après, finalement? Est-ce qu'il faut attendre la suivante pour recommencer? Ou alors, est-ce que quand on a fait cette connexion à soi, on a découvert quelque chose qui peut durablement nous aider? C'est ça un petit peu que j'appelle chacun a une aventure à vivre. Et comment on ferait et comment on ferait et qu'est-ce qu'on ferait?
Voilà. Alors, je n'ai pas le chat sous les yeux, là, mais je sais, vous pourriez peut-être nous dire si ça vous dit est-ce que vous avez, vous, vécu une transformation ou des transformations, c'est souvent le cas. Et conversation 4, je mets le chat. Est-ce que vous avez vécu des transformations, plusieurs? Est-ce que celles se sont enchaînées? Alors, au fond, ce qu'on souhaiterait faire, nous, c'est donner un sens à sa vie, ce serait de le définir de la façon suivante. Est-ce qu'on vit une suite de transformations? Est-ce que c'est ça la vie? Donc, c'est une thèse qui est affirmée par beaucoup. Le changement permanent, en quelque sorte. Est-ce que c'est ça la vie? Le monde bouge, voilà, la transformation permanente est à l'œuvre, adaptez-vous. Alors, si vous écoutez Europe 1, tous les matins, on vous dit, à demain, le monde sera différent, demain, le monde aura changé, je vais vous le raconter. Donc, avec un sous-entendu, quelque part, adaptez-vous. Il y a un risque à ne pas écouter Europe 1, donc ça, c'est normal, c'est de la pub pour leur propre radio. Donc, voilà, il y a une espèce d'injonction avec cette idée du changement permanent, d'injonction à se transformer. Donc, vous pourrez vivre ça un peu comme un enfer, finalement, une suite de transformations. On peut le vivre aussi de façon positive. Donc, c'est une thèse que la vie serait une suite de transformations. Et nous, ce qu'on voudrait plutôt dire, c'est sur la droite de ce slide, c'est aller dans la profondeur de ce qui nous anime, et à ce moment-là, ressentir quelque chose qui va nous guider de façon de plus en plus puissante à travers les obstacles ou les tragédies de la vie ou les transformations ou quels que soient les événements. C'est-à-dire qu'on va trouver du sens progressivement au fil de ce qu'on fait. On va aller dans la profondeur de ce que nous sommes pour avancer. Voilà. Alors moi, j'ai découvert ça, le sens, il y a un certain temps, quand je suis devenu dirigeant. C'était Bruno qui est là, qui était mon coach quand à ce moment-là. Et voilà. Et donc, j'ai donc utilisé le sens pour moi-même, pour mes équipes, pour diriger, pour mobiliser. Et donc, voilà, c'est une pratique que j'ai établie depuis un certain temps. Et quand j'ai décidé de créer Shinley après 20 ans de parcours de dirigeant, voilà, je me suis dit, au fond, je pense que ça, c'est quelque chose de très important, d'utile pour soi-même dans la vie professionnelle, dans le management, dans la mobilisation des équipes, dans le partage avec les autres. Je me suis dit, je vais me mettre à faire ça pour les autres parce que je pense que faire ça, c'est permettre à chacun d'exprimer une singularité, d'exprimer qui il est et de s'en servir pour vivre. Voilà, c'est ça un peu la droite de ce slide, c'est aller dans la profondeur de ce qui nous anime. Et c'est ça qu'on fait chez Shinley. Et au fond, on dit toujours, voilà, quel mal vous soignez, quel mal vous soignez chez Shinley. Nous, on préfère parler du bien qu'on fait, mais enfin, en disant quel mal vous soignez pour rentrer dans cette tradition, c'est le mouvement brownien qu'on souhaite. Vous voyez, c'est vivre une suite de transformations. On s'épuise à vivre ces transformations et à la fin, on ne sait même pas ce qu'on a fait de sa vie. Voilà. Donc, c'est un peu ça l'idée qu'on poursuit, de passer finalement d'une situation où je m'adapte en permanence aux changements qui sont à l'œuvre à l'extérieur de moi, à j'identifie mes propres repères durables. Et c'est de passer de j'attends qu'on me donne du sens à je trouve je donne du sens à ce qui arrive, passer du mouvement brownien à une marche sereine. C'est ça un peu. Une remarque de Hugues qui dit qu'on a l'impression de vivre continuellement des transformations et qui s'accélèrent. Hugues Vienne. Merci Hugues. Oui, c'est vrai, on a l'impression que ça s'accélère et à juste titre, parce que plus l'homme se développe, plus l'homme crée des choses nouvelles et il y a beaucoup de gens sur la Terre, il y a beaucoup de systèmes pour innover, pour inventer. Plus cette idée, ce maelstrom de changement va se renforcer avec en plus, évidemment, amplifié par les conséquences des changements qu'on a déjà induits, comme le changement climatique, ou la natalité galopante, etc. Merci Hugues. Je ne vois pas, la discussion, le fil de discussion. Ah si, il est là, ça y est. Alors, nous, on a une approche pour ce concept, finalement, ce concept que je viens d'évoquer, donc chacun a une aventure à vivre, qui est de dire déjà, on part déjà des rêves et de la réalité. On part de
notre approche est d'abord de rêver, mais pas seulement de rêver, c'est aussi de confronter les rêves à la réalité. Donc ça, c'est la première chose. Et avec ça, alors les rêves, quand je parle de rêves, la journée, on va en parler beaucoup aujourd'hui, donc je ne vais pas trop insister là-dessus, mais on parle d'envie, de désir, de ce qui est léger dans le rêve. Hein. Il ne s'agit pas de la psychanalyse des rêves. Là, il s'agit des rêves au sens des envies, des désirs, des espoirs, des aspirations, voire des ambitions. Voilà. Et à partir de là, on va aller à la recherche de ce qui se cache derrière ces rêves et derrière cette confrontation entre les rêves et la réalité. Et donc, il y a trois choses là. La rencontre du sens, c'est ce que j'ai évoqué tout de suite. La rencontre de ce qui nous anime profondément. Le plaisir de l'aventure, je vais revenir sur ces trois axes, hein, mais c'est le vert, le bleu et le rose. Le plaisir de l'aventure, donc une fois qu'on a un sens, on peut commencer à prendre plaisir à son aventure. Et puis une fois qu'on prend plaisir à son aventure, on va aller plus loin vers la quête de son. Donc c'est ça les trois piliers que je vais développer maintenant. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions. Le rêve, c'est l'idéal que l'on vise. Alors oui, c'est l'idéal que l'on vise. Alors le rêve, nous, on le définit, j'ai mis rêve et réalité, c'est juste, mais j'ai mis rêve et réalité. C'est-à-dire que nous, on appelle rêve quelque chose qui peut quand même être réalisé. Alors maintenant, il y a des rêves qu'on ne peut pas réaliser. Alors nous, on appelle ça plutôt des utopies. Bon, c'est des conventions de langage, hein. L'utopie, c'est ce qu'on pose là comme un but ultime qu'on n'atteindra jamais. Le rêve, pour nous, c'est plutôt quelque chose qu'on va pouvoir atteindre, même si c'est une œuvre qu'on va pouvoir atteindre dans sa vie. Par exemple, si je prends un cinéaste, il va faire un film, 2 films, 3 films, et ça va constituer progressivement son œuvre. C'est des choses concrètes qu'on va pouvoir quand même réaliser par opposition à l'utopie qu'on pose là, qui est belle en elle-même, qui n'a pas besoin d'être réelle pour tirer son énergie, pour tirer de l'énergie, pour nous donner de l'énergie. Voilà, alors, la rencontre du sens, je regarde ma montre, je crois que ça va, puisqu'on a commencé un petit peu en avance. La rencontre du sens, qu'est-ce que c'est pour nous la rencontre du sens? C'est d'abord se connecter à soi. Se connecter à soi, alors donc j'ai dit on rêve pour se connecter à soi, certains d'entre vous l'ont pratiqué, donc le savent. On écrit des rêves et puis on devine ce qu'il y a derrière. On essaie de deviner ce qu'il y a derrière. Donc ça, se connecter à soi, c'est ce qui permet à la fois le jaillissement spontané de ce qu'on porte et l'attention à ce jaillissement. Il ne suffit pas d'écrire ce qu'on porte, il faut encore ensuite prendre ça un peu au sérieux, avec un grand sourire, prendre ça un petit peu au sérieux et soigner cette expression. C'est ça, se connecter à soi. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des mots. Les rêves, c'est des mots. C'est des mots, c'est tous les mots qui nous distinguent, c'est notre talent singulier, c'est le passé, par exemple, dont on veut sortir, ce sont nos forces, nos faiblesses, etc. Ce genre de choses. Bonjour Victoire, qui vient de rentrer. Voilà, donc c'est d'abord la première chose. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on découvre ses repères. Donc, les repères, donc ce sont ces mots, ces phrases qui nous, quelque part, caractérisent ce qui nous anime, ce que nous portons en nous-mêmes. Les rêves en font partie, évidemment, le sens en fait partie, le talent en fait partie. C'est découvrir ses repères. Et découvrir ses repères, ça permet, c'est pour ça que je mets un phare pour symboliser le rêve, ça permet de sortir du tâtonnement, donc d'avancer dans plus de clarté. Et ça n'est pas un exercice statique, comme je l'ai dit, c'est une dualité entre découvrir, avancer, découvrir, avancer. Car ces repères, au fond, ils ne se précisent que dans l'action, que dans le mouvement, que dans la découverte. Voilà. Et en avançant, en même temps, on va progressivement y voir plus clair et les repères vont probablement se préciser petit à petit. Nous avons deux questions, Pierre. D'abord, la question de Nicolas. Est-ce que l'appellation Shinley a une signification en lien avec cette approche rencontre, plaisir, quête? Et la question de Mélanie, comment se connecte-t-on à soi-même? Très bien. Alors, Shinley, c'est une invention de Bruno.
c'est une invention de Bruno, donc c'est un mot inventé qui n'a pas de sens à l'origine, mais il s'est trouvé qu'un jour, enfin c'est une anecdote que raconte Bruno, il s'est trouvé qu'un jour, on avait un copain qui nous avait appelé du Tibet, Mounir, un copain Mounir qui nous avait appelé du Tibet pour dire qu'il avait rencontré un moine qui s'appelait Shinley, et il a prétendu, le dit Mounir a prétendu que Shinley, ça voulait dire la lumière de l'amour d'après ce moine. Je ne sais pas si c'est vrai ça, mais je ne l'ai pas retrouvé en tout cas dans le peu de chinois que je connais ou que je lis. Donc c'est ça l'origine de Shinley. Ça. Donc si c'est la lumière de l'amour, tant mieux. Pourquoi pas d'ailleurs Bruno en parlera ce soir. Alors, Mélanie nous demande comment se connecte-t-on à soi-même. Alors, comment se connecte-t-on à soi-même? C'est justement en rêvant. C'est ce processus-là qu'on utilise. Et c'est comme pour ceux qui ont fait de l'innovation, enfin des processus d'innovation. Faire de l'innovation, c'est plus compliqué. Mais qui ont suivi des processus d'innovation, c'est les pieds en l'air, les pieds au mur. On s'assoit sur un fauteuil pouf, là, on tombe par terre, on lève les jambes et on rêve. On rêve et on dit ce qui passe, on dit ce qui nous passe par la tête. C'est ça la connexion. Alors, le truc qui est important, c'est de cette spontanéité. Voilà, c'est de prendre plaisir à cet exercice et de faire attention à ce qu'on produit. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait pour faciliter ça? On écrit, on demande aux gens d'écrire simplement. Vous pouvez faire l'exercice, vous mettez des rêves sur un bout de papier. Ça, c'est la première chose, c'est la connexion. Et puis après, vient la période un peu de réflexion ou de retour. On va relire la semaine prochaine, on va relire ce qu'on a écrit aujourd'hui. Et là, on va trouver la stabilité. Donc, c'est ça la connexion. C'est comme ça qu'on procède à la connexion à soi. Donc, c'est par la spontanéité, par l'audace qui est d'écrire ce qu'on porte. Et donc, ça, c'est un peu compliqué, évidemment. Il faut être dans un climat, dans une ambiance qu'on essaie de faciliter. Et ensuite, la continuité. Alors, Yves, oui, vas-y. Dans l'intervention de Bruno, donc, et si on parlait d'amour, il nous fait également une proposition assez intéressante sur une manière de se reconnecter à soi. D'accord, donc on verra ça ce soir, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Voilà. Alors, Yves nous demande, au-delà de l'exercice personnel du rêve, est-ce que cela peut être un voyage fait en équipe? Merci Mélanie. Yves, oui, ça peut être un voyage fait en équipe. Alors, là, il y a un degré de complexité supplémentaire, c'est que c'est le chaos, c'est la boîte de Pandore. Il faut oser le faire. C'est la salle des rêves dont je parlais tout à l'heure en innovation. Voilà, il faut un climat, il faut une ambiance, il faut quelque chose qui fait qu'il y a une espèce de, comme dans un orchestre de jazz, il y a une espèce d'autorégulation. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui va prendre la parole et qui va étouffer tous les autres, il n'y en a pas un qui va prendre peur et s'étioler, voilà, se crisper, se bloquer. Donc il faut un climat qui permette l'expression collective. Alors nous, on fait ça. Effectivement, et on le fait par en fait deux choses, c'est d'abord par l'ambiance qu'on essaie de générer dans une réunion, dans un contact dans une équipe, et puis d'une part, et puis par le fait qu'on va préparer la réunion avant et que quelqu'un, donc l'initiateur de la réflexion, va commencer, lui, à expliquer qu'il est arrivé et qu'il a fait quelque chose de ses rêves par rapport à la situation. Donc, il y a un initiateur, et tous les autres vont être passés par le même processus, donc d'expression spontanée des rêves et de leur confrontation à la réalité. Yves nous dit qu'il aime bien le terme sur le degré de complexité supplémentaire, et pour le jazz, il faut des passionnés. Alors, c'est pas vrai. J'ai appris hier, Yves, que c'était pas vrai, et que le jazz est la musique la plus populaire du monde. Alors, ça paraît être une musique d'initié, mais c'est en même temps, c'est assez paradoxal, mais c'est la musique qui est la plus écoutée dans le monde. Elle est tellement variée que, évidemment, ça lui donne beaucoup de chance. Mais voilà, j'ai appris ça hier, donc je le répète bêtement. Voilà. Alors, le deuxième pilier, c'est le plaisir de l'aventure. Alors, une fois qu'on a produit un sens, une fois qu'on s'est connecté à soi et qu'on a écrit quelques mots sur
on a écrit quelques mots sur qui on est, les repères qu'on souhaite se donner. On peut commencer à basculer dans son aventure. C'est la première. Alors là, j'ai essayé de dire, mais il y a trois choses, de caractériser trois. C'est sans doute pas exhaustif, hein, mais c'est qu'est-ce que c'est le plaisir de l'aventure. J'ai mis trois choses. Alors, la première, c'est le patin à roulettes. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà fait du patin à roulettes. Moi, j'en ai fait quand j'étais jeune, c'est terminé. Mais c'est découvrir ses capacités. C'est comme dans tout processus d'apprentissage, il y a un moment où, on sait qu'on ne reviendra jamais au point de départ, qu'il y a un basculement, on a déclenché quelque chose de nouveau. Alors moi, c'est pour le patin à roulettes, c'est que le patin à roulettes, quand vous commencez à patiner en arrière, bon, vous tombez la plupart du temps, tout le temps. Et puis il y a un moment où ça y est, vous avez compris comment faire du patin à roulettes en arrière. Ça, c'est un moment qui procure une joie intense parce qu'on a trouvé le truc. On sait que ça va marcher et que ça va marcher durablement et on n'oublie plus jamais cette capacité qu'on a acquise. Donc ça, c'est découvrir ces capacités, c'est le premier plaisir quand on bascule dans son aventure. On découvre qu'on a les capacités, on prend confiance dans les capacités qu'on va déployer. Donc ça, c'est un premier plaisir. Alors, ensuite, le deuxième, je vais peut-être reprendre la musique, c'est agir en phase avec l'autre et le monde. Et c'est se sentir en phase, se sentir ce continuum entre ce qui je suis, entre ce que je fais pour les autres et ce en quoi je contribue à l'environnement, à la planète, à l'univers. C'est sentir en phase. Je reprends la musique, c'est quand vous écoutez un grand saxophoniste, vous allez entendre son souffle. Vous n'allez pas l'entendre, mais vous allez le sentir, plus exactement. Vous allez sentir ce souffle. Cette connexion entre sa cage thoracique, son abdomen, son corps et le son que vous entendez. C'est totalement, c'est quelque chose qui est dans l'instant. On est dans l'instant. C'est ça d'ailleurs la musique. C'est quelque chose, on joue avec le réel. Et donc ça, c'est quelque chose qui procure évidemment un énorme plaisir, parfois même une jouissance. Donc ça, c'est ça le plaisir de l'aventure. C'est quand on est en phase entre soi-même, les autres et l'autre. La troisième chose dans le plaisir que j'ai pris pour caractériser ce plaisir de l'aventure, c'est de trouver son cercle. Évidemment, quand on est en phase avec les autres et le monde, on va trouver à qui parler, et ceux avec qui on doit parler vont nous trouver. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va construire son cercle. Et donc, le cercle des personnes avec qui on va aller encore probablement plus loin, avec qui on va partager vraiment qui on est et ce qu'on fait. Vas-y, Elisabeth. Oui, pour rebondir sur le cercle, en fait, j'essaie de faire des liens en fait, entre les différentes interventions. Et donc, pour parler du cercle, nous aurons tout à l'heure l'intervention de Frédéric Clavel qui va parler de blockchain et de réseau de confiance, donc sur le volet rencontre, qui est aussi un des repères de Shinley. Très bien. OK, alors, Kauter, c'est peut-être pas prudent, mais peut-on se lancer et après découvrir ses capacités? Ben oui. Oui, il faut, et on ne peut pas faire autrement, dans le fond. On peut pas faire autrement. C'est pour ça que j'aime bien l'exemple du patin à roulettes, c'est que on va tomber, évidemment, on va tomber quand on commence à patiner en arrière, même en avant, d'ailleurs, au début, même en avant. On va tomber, et donc, il faut se lancer pour ne plus tomber. Alors, parfois c'est une grande souffrance pour certains de faire cette épreuve. Donc peut-être qu'à Kauter, c'est votre cas, je ne sais pas, mais ça peut être le cas. Mais il faut y aller. Il faut associer le réel à son rêve pour découvrir cette capacité. C'est très juste. Merci, Kauter. Alors, justement, en parlant d'associer le rêve et la réalité, alors l'aventure chez nous, c'est chez Shinley, bon, ce sont des rêves, des objectifs rêvés, mais concrets, pour nous, c'est à 2 ou 3 ans, donc des objectifs concrets à atteindre. Mais c'est aussi des rêves pour le plus long terme, une œuvre à accomplir, une utopie à nourrir. L'utopie, on ne l'accomplit pas, on la nourrit. Et donc, c'est la première, la quête de l'œuvre, c'est vivre cette dualité entre le rêve et la réalité, mais aussi la réalité à différents termes et la réalité de notre vie, c'est-à-dire apprendre à associer
la vie finalement dans sa totalité et ce qu'on fait aujourd'hui. Peut-être même aussi assumer ou sortir d'un bout de son passé. Donc c'est apprendre à associer les choses, apprendre à associer. On pourrait dire apprendre à associer plus qu'à ne dissocier. Vous savez, on dissocie beaucoup parfois. Hein. On dit la parole et l'action, apprendre à associer. Et la parole et l'action, ben, c'est la même chose. Apprendre à associer le court terme et le long terme, par exemple. Voilà des choses importantes. Donc, c'est de la quête de l'œuvre, c'est déjà apprendre à associer. Alors, la deuxième chose, moi que j'aime bien, c'est pour ça que j'ai mis une danseuse, là, enfin, j'ai stylisé une danseuse, c'est muscler son âme. Les danseuses sont musclées, les danseurs aussi d'ailleurs. Muscler son âme. Qu'est-ce que c'est muscler son âme? Quand on fait une transformation et qu'on a décidé de la conduire et qu'on fait cette réflexion de qui je suis, de quels sont mes mots, quels sont mes rêves, mon sens, quels sont mes buts. Quand on fait ça, quelque part, on se connecte à soi. Hein. Voilà, on prend un peu pour repère ce qu'on produit. On apprend à associer. Donc, c'est un exercice, quelque part, un exercice pratique mental et non mental. Voilà, et d'ailleurs, Hugues me l'a enlevé de la bouche. Muscler son âme est un exercice de tous les jours, toute sa vie. Je suis complètement d'accord. C'est ça, muscler son âme. C'est ne pas oublier que quand on a vécu une transformation et qu'on a pris en main son affaire, ben voilà, c'est un exercice qui a nécessité ça a nécessité des exercices, voilà, qu'il serait bon de ne pas oublier, de continuer à faire après la transformation. Voilà, c'est ça, muscler son âme, c'est donc se connecter à soi régulièrement, se reconnecter à ses rêves, c'est approfondir et mettre en perspective ses repères, c'est savoir aussi se fixer d'autres perspectives que les perspectives immédiates. C'est bon, bah, par exemple, je suis nommé dans un poste, j'ai une brillante promotion, bah, et après, c'est cet exercice de connexion permanente à un parcours plus lointain que celui qu'on est en train d'emprunter. Axel dit « Je pense que la curiosité finit par participer à trouver les sujets qui nous animent et donne envie d'agir pour ce sens découvert. » Oui, la curiosité, peut-être cultiver aussi sa curiosité, c'est pas très facile. C'est aussi une façon de faire quand on a ce talent-là. Il faut évidemment le mettre en œuvre. Voilà. Alors moi, quand j'ai parlé de ça, alors c'est marrant que Hugues dise ça, c'est un exercice tous les jours, toute sa vie. Quand j'ai parlé de ça à un copain qui est un grand spécialiste du marketing, et il m'a dit, ah oui, il l'a inventé, je ne l'ai jamais lu. C'est le soul fitness. Donc voilà, on va faire du soul fitness, la quête de l'œuvre. Voilà. Et puis alors, la dernière chose que je voulais aborder ici, c'est accéder à plus de richesse. Donc ça, c'est une idée. Je vais reprendre la musique parce que je suis un peu musicien, mais c'est une idée qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, en tout cas à l'échelle d'une vie. Il n'y a pas de limite, peut-être au-delà. Il n'y a pas de limite aux richesses auxquelles on peut accéder. Alors, je prends l'exemple de la musique, parce que c'est un truc qui m'a toujours impressionné. Quand on essaye d'écrire la musique, ce n'est pas toujours le cas, enfin, c'est toujours un débat de savoir si elle est écrite ou pas, peu importe. On met 12 notes, bon, peut-être un peu de la mesure, 8 octaves, etc. Donc il y a des signes, c'est comme l'alphabet, on pourrait prendre le même exemple avec l'écriture. Il y a assez peu de signes. Et puis au fond, on se dit, moi quand j'étais plus jeune, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut produire autant de choses différentes avec si peu de signes? On se dit, mais on a peur dans l'improvisation ou dans la composition, on a peur de produire quelque chose d'intéressant, sachant que ça fait des millénaires qu'on fait de la musique, et finalement c'est peu de choses, et pourquoi est-ce qu'on produirait quelque chose d'original? Donc voilà, et l'homme confronté à ces questions-là, porte des richesses extraordinaires, puisque ça fait des années qu'on crée des mélodies, qu'on crée des rythmes, qu'on crée des harmonies, et elles sont toujours extraordinairement nouvelles. Donc c'est cette idée, c'est la même chose de toute création, et c'est la même chose de toute action humaine. Donc c'est cette idée qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut, à ce à quoi on peut accéder, en tout cas. Donc c'est ça la quête de l'œuvre, c'est ces trois idées-là.
Voilà. Alors, est-ce qu'on ne s'adresse qu'aux gentils ou bien les féroces? Alors, je ne sais pas si Yves voulait se mettre dans la catégorie des gentils ou des féroces. Je sais très bien où il est, mais peu importe. Oui, bah, on s'adresse à tout le monde, évidemment. Alors, simplement, ceux qui viennent à nous, les féroces ne viennent peut-être pas à nous. C'est ça que je me dis. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de féroces dans l'assistance. Voilà, pour tout dire. Il y en a peut-être, enfin, voilà, c'est pas. On n'a pas écrit, nous, chez Shinley, on est positif, etc. Puis simplement, on nous l'attribue, cette qualité. Donc, voilà, qui se ressemble, ça semble. Alors, moi, je vais poser. Alors, donc, je vais vous proposer. Alors, vous avez les vôtres. Enfin, ça a déjà commencé. J'aimerais bien que vous contribuiez. Là. Quelles questions faudrait-il se poser? Alors, si possible, il faut trouver des questions factuelles auxquelles on peut répondre par oui ou par oui ou par non, par 10, 20, 30, 40, 100, je ne sais rien. Des questions auxquelles on peut répondre, si possible, factuellement, pour commencer à vivre une aventure, pour commencer, voilà, pour ouvrir la porte. Voilà, donc ça, c'est un peu. Alors, j'en ai mis 5. Alors, d'abord, penser à soi. Combien de temps je pense à moi par jour? Alors, nous, on dit, il faudrait penser, ce serait bien de penser 10 secondes, 15 secondes. Vous voyez, c'est vachement énorme, sur 24 heures. Et ce serait déjà pas mal. Parce que combien de journées j'ai passé dans ma vie, dans ma longue vie déjà, combien de journées j'ai passé sans jamais penser à moi? Mais c'est la majorité des journées, moi, je vous l'avoue, c'est la majorité des journées, où j'ai fait ce qu'on m'a dit, où j'ai simplement fait ce qu'on m'a dit, où j'ai fait ce qui était nécessaire, et je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Combien de journées? Alors, je sais que beaucoup d'entre vous, contrairement à moi d'ailleurs, ont une bonne hygiène de ce point de vue, mais c'est un truc. Pour vivre son aventure, il faut se connecter à soi. Combien de temps par jour? Voilà un exercice pour muscler son âme. Première question. J'en ai mis une autre. Quand je m'exprime, est-ce que ce sont plutôt mes mots ou c'est les autres? Bruno dira ça. Voilà. Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui parle quand je parle, ou bien je ne sais pas, Xavier Bertrand, j'en sais rien, je ne vais pas faire de préférence politique. Ou Anne Hidalgo pour être complet. Voilà, quand je m'exprime, est-ce que c'est le président ou le futur président présidente qui parle, ou est-ce que c'est mon papa, ma maman, est-ce que c'est mon aspirateur, ou est-ce que ce sont mes mots? Ça, c'est important. Ça, c'est factuel. Je dis quelque chose, est-ce que c'est moi qui le dis, ou je répète finalement que c'est quelque chose qu'on m'a induit. Autre chose un peu factuelle aussi, c'est est-ce que je parle du futur avec confiance? Il ne s'agit pas d'être béatement optimiste, le futur peut être sombre, mais est-ce que j'en parle avec confiance? Il peut y avoir une tragédie, mais est-ce que je vais vivre cette tragédie? Est-ce que je me sens capable de vivre cette tragédie parce que j'ai des repères solides? C'est une question est-ce que je parle du futur? Si je parle de tout avec défiance, y compris du futur, voilà, là, il y a une question à se poser. Avec combien de personnes je dialogue sur ce qui m'anime? Alors moi, pour partie, je viens du Nord, et dans le Nord, on dit on a un ami dans sa vie. Alors évidemment, ça ne fait pas grand monde à qui on peut parler de ce qui m'anime. Mais c'est important déjà. C'est déjà fondamental, surtout si c'est un ami très proche. Avec combien de personnes je dialogue sur ce qui m'anime? Voilà. Et c'est aussi l'idée que c'est pas forcément avec un ami très, très proche que je peux dialoguer de ce qui m'anime. Donc ça, voilà, avec combien de personnes je dialogue sur ce qui m'anime. Parce que quand on dialogue sur ce qui m'anime avec quelqu'un, on suggère que cette personne parle aussi elle-même de ce qui l'anime. Donc ça, c'est important de cette question. Et puis la dernière, plus facile, qu'on a abordée déjà aujourd'hui, est-ce que j'écoute mes rêves, mes envies? Alors, il y en a qui disent j'ai pas de rêve. Et c'est parce qu'ils ne les écoutent pas. Heureusement qu'on a des rêves et des envies. Quand on n'en a plus, c'est qu'on n'est plus très vivant. Et donc, voilà, on peut aussi se dire, est-ce que j'ai des rêves? Bon, ça oui, mais surtout, est-ce que je les écoute? Est-ce que j'ai des envies, mais surtout, est-ce que je les écoute? Alors, là, je fais une petite pause pour voir les féroces. On a parlé des féroces. Sandra nous dit bonjour. 2 questions très simples et très vraies. Quel est le risque? Est-ce bon pour moi? Alors, le risque, le risque, il n'y a aucun risque dès lors qu'on a les 2 pieds ancrés dans le sol. Évidemment, vous voyez,
si on décolle du sol, si on écarte, si on rêve et qu'on vit à côté de la, et qu'on vit à côté, qu'on vit la réalité à côté de ses rêves, là, il y a un risque. Il y a un risque de déchirement et donc il faut absolument mettre ses rêves au sol, mettre ses rêves dans la réalité. Ça, il y a un risque, mais il peut être géré. Est-ce bon pour moi? Alors là, moi, je vois bien ce que veut dire Sandra. C'est la stabilité, c'est-à-dire que le rêve d'aujourd'hui ne sera pas le rêve de demain et pas encore le rêve d'après-demain. Et donc, si on écoute ses rêves tous les jours, ça ne va pas être bon, on va se faire balloter. Par contre, si on les regarde tous les jours et qu'on regarde ce qui est stable, ce qui reste, c'est ça qui est bon pour moi, c'est ce qui vient de moi qui est bon pour moi. Et donc, si on parle d'intégrité, d'écologie de l'individu, c'est cette stabilité, c'est ce rêve au fil du temps qui ne laisse passer, qui ne laisse aller que ce qui est stable, que ce qui vient de nous. Ça va être bon pour soi, ça va correspondre à notre intégrité. Ça marche à tous les coups, faites attention, vous prenez le risque de réussir. Oui, ce sont les deux questions que je me pose à chaque fois, point de blocage, et cela fonctionne sur moi. Merci Sandra. Voilà les questions. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions comme Sandra a posé? Est-ce très vrai? Quel est le risque? Est-ce bon pour moi? Est-ce que vous avez d'autres questions avant que je clôt ce chapitre? Je passe à la conclusion. Je mets à côté? Le temps d'y répondre. Oui, mais mets-toi là. Là-bas. Voilà. Si ce n'est pas le cas, on va passer à la conclusion. Tu peux demander n'importe des questions ensuite, parce que cette conclusion, elle est volontairement un peu, pas polémique, mais elle est volontairement un peu exagérément ouverte, si je puis dire. Voilà, chacun a une aventure à vivre. Alors, qu'est-ce que c'est finalement? C'est d'abord ouvrir une porte pour découvrir ses repères. Donc rêver, confronter ses rêves à la réalité, découvrir ses repères, c'est ça. Et ça, on fait ça nous en 3 mois. Ouvrir la porte, c'est pas très long. Il faut ouvrir la porte. Voilà, ça c'est la première chose. Mais ensuite, il faut vivre. Ensuite, il y a le plaisir de l'aventure. On a ouvert une porte qui s'ouvre vers une aventure. Et là, il faut 2 ans. Il faut 2 ans pour prendre ce plaisir, découvrir qu'on a des capacités, trouver une espèce d'alignement. Voilà ce que j'ai expliqué. Ces choses-là, ça va prendre 2 ans. Ce plaisir va venir au bout de 2 ans. Mais on n'est pas au bout de la route. C'est-à-dire qu'après ça, il se passe autre chose. Et là, il va falloir beaucoup plus de temps pour découvrir sa propre dimension, la dimension de son œuvre et de son partage. Et là, c'est 15 ans, peut-être, pour comprendre ce qui nous arrive. Bon, 15 ans, on fait 15 ans, c'est pas assez encore, mais c'est sans doute plus. Voilà, c'est pour fixer une espèce de rythme biologique de chacun a une aventure à vivre. Voilà, vous avez peut-être des questions sur ces grandeurs, sur ce timing-là. Voilà. Moi, je suis à votre disposition pour des questions, si vous le souhaitez, sur ce concept. Que vous pouvez poser d'ailleurs par oral, hein, bien sûr, ou dans le chat que vous voulez, puisque pour une fois, on est en vidéo, full vidéo. Comment peut-on découvrir ses repères? Alors, découvrir ses repères, c'est d'abord les rêves. Les rêves, ce sont chaque rêve qu'on porte est un repère. Ensuite, dans ces rêves, il y en a qui vont nous donner plus ou moins d'énergie. Et donc, ceux qui vont nous donner plus d'énergie vont être plus à un moment T, à un moment donné, vont être plus importants à ce moment-là que les autres. Donc, ça va constituer des repères particuliers. Derrière ces rêves-là,
c'est toujours vous qui rêvez. Les rêves, ce qui unit les rêves, c'est vous. Donc, il y a derrière ces rêves quelque chose d'unique qui tient à vous. Donc, c'est principalement comme ça qu'on va découvrir ces repères, par les rêves, par un exercice sur mais quels sont ces rêves, sont-ils urgents, sont-ils importants, sont-ils puissants, sont-ils les rêves d'un jour, les rêves d'une vie, peut-on les réaliser en quelques semaines, en quelques années, etc. Donc c'est cette réflexion-là qui va produire la compréhension de qui vous êtes et de ce qu'il y a derrière, du sens que vous portez et de bien d'autres choses. C'est comme ça qu'on peut découvrir ces rêves, c'est en se connectant à eux, en se connectant à soi. Alors, ensuite, alors, Elisabeth, comment déclencher son écriture de rêve? Alors nous, vous pouvez le faire. Alors moi, vous pouvez le faire. Pour nous, on a un outil, aussi un outil d'ingénieur. Il y a des cases, il faut remplir, etc. Et il y a différentes perspectives qui vont permettre de croiser son expression écrite. Donc l'écriture qui va permettre de mémoriser, de stabiliser au fil du temps, de rayer, de réécrire, etc. jusqu'à temps que ce soit cohérent, stable, puissant, cohérent. Alors, le déclenchement, là, vous faites l'expérience. Faites l'expérience. C'est pas forcément très facile quand on est seul face à une feuille blanche, mais prenez une feuille blanche et écrivez des rêves dessus. Alors, vous pouvez les écrire, c'est comme dans tout exercice de créativité, il faut une syntaxe. Bon, nous, on a choisi de mettre un verbe et un complément. La syntaxe va générer la créativité. Le cadre va générer la créativité. Donc, le cadre, vous pouvez mettre une feuille blanche, une syntaxe, donc mettez un verbe et un complément. Manger des fraises. Et le cadre, c'est écrire ce qui vous passe par la tête. C'est un peu comme l'écriture automatique. Donc, ça, c'est un. Et puis, ce que j'ai dit tout à l'heure, et puis dans une semaine, vous ressortez ça. Oh, mais c'est complètement idiot ce que j'ai écrit. Ah, tiens, c'est marrant, ça. Tout à fait juste. Et puis la semaine d'après, ce sera encore autre chose. Voilà, c'est ce cadre-là, ce cadre de stabilité dans le temps, apprendre à préciser, à aimer ce qui est jailli spontanément. Et donc, la feuille blanche, une syntaxe. Voilà. Alors, évidemment, dans un Chilet, c'est un petit peu plus sophistiqué, mais c'est déjà pas mal. Voilà, ça vous donnera une petite idée. Alors, comment prendre rendez-vous avec Pierre? Hugues, ok, tous les 2 ans, mais c'est parfois plus. Il faut tenir compte des transformations autour de nous, mais il faut garder le cap. Oui, alors, oui, c'est vrai, c'est 2 ans, et les outils de Chilet nous aident à garder le cap. Merci Hugues, qui a fait un Chilet, je sais ce qu'il nous dit. Oui, alors, les 2 ans, c'est toujours un peu, c'est arbitraire. Il faut quelque chose. Il faut quelque chose. Il faut un. Bon, alors peut-être que des personnalités particulières pourraient éviter la fermeture, si je puis dire, à la fermeture de l'horizon à 2 ans. Mais il faut quelque chose pour rendre concret l'exercice de qu'est-ce que je fais pour me rapprocher de mon objectif rêvé. Il faut un horizon de temps. C'est plus facile en tout cas. Alors, évidemment, on n'est pas au bout de la route à 2 ans, ça c'est clair, c'est pour ça que je mets 15 ans. Parce que le début de l'aventure, c'est très variable, d'ailleurs nous on constate, ça peut être des choses très abstraites, ça peut être des choses très concrètes, ça peut être un petit pas, ça peut être vu de l'extérieur, ça peut être un petit pas, mais extrêmement important pour la personne. Ça peut être un énorme pas qui paraît presque impossible. Voilà. Donc, mais il faut se fixer cette perspective et puis, il y a aussi des perspectives plus lointaines, voire infinies, quand il s'agit d'une utopie. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, puisque l'utopie n'est pas posée là pour être réalisée. Elle est là pour exprimer une idée, un concept, une beauté. Voilà. On a encore du temps pour quelques questions. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Un tout petit peu de temps pour quelques questions, 1 ou 2 questions. Hein? Comment passer du rêve à l'action?
Alors oui, Elisabeth me souffle que c'est le sujet de la journée, donc je vais peut-être pas je vais pas trop le dévoiler. Alors, le rêve est généralement, alors moi j'ai dit c'est confronter le rêve à la réalité, c'est l'ancrer dans la réalité. Le rêve est généralement agissant. Alors, sauf quand il s'agit du rêve du cancre au fond de la classe, on pourrait dire que c'est agissant, mais où finalement l'élève s'évade. Il regarde par la fenêtre pour s'évader. Il oublie le professeur et il n'entend plus, il n'entend d'ailleurs plus ce que dit le professeur. Donc il est passé à autre chose. Et donc là, on voit même dans ce cas d'ailleurs qu'il est passé à autre chose, il est passé à une action différente, il est déjà dans la cour, il est déjà peut-être en train de jouer au football, alors que le prof continue de... Donc on passe, le rêve est toujours agissant, même le rêve, c'est marrant, même le rêve évasion. Alors, il est toujours agissant parce que quand on l'exprime, au moment où on l'exprime, dans l'instant où on l'exprime, voilà, il pose une question, il pose une autre réalité, il donne une perspective. Voilà, il induit au moins une projection, une réflexion sur une projection. Alors ensuite, je répète, c'est en traduisant ce rêve dans des objectifs rêvés et en se demandant, mais au fond, pour atteindre cet objectif rêvé, que dois-je faire aujourd'hui? Quel levier dois-je constituer pour atteindre le rêve? Kauter, même question presque, on a les envies, quand déclencher? Comment trouver des leviers pour déclencher? On a des envies qu'on déclencher, comment trouver les leviers pour déclencher? Quand déclencher? Comment trouver les leviers? Alors, il y a le levier. Alors, moi, je vais vous dire le levier. Ce qu'on appelle le levier chez nous, c'est un concept original et important. Le levier, c'est quelque chose, comme dans notre vision, tout est subjectif. Alors, sauf l'outil qui est générique. Tout est subjectif. Le levier, il n'appartient qu'à vous. D'abord, vous n'allez pas demander à quelqu'un d'autre, tiens, tu n'aurais pas un levier pour moi? Enfin, non, ça ne marche pas. C'est votre levier. Donc ça, c'est important de bien noter. Je ne peux pas vous dire quels sont vos leviers. C'est à vous de les trouver. Ça, c'est très important. Et le concept, c'est le suivant. C'est de dire un levier, c'est quelque chose, une fois que je l'ai constitué, je sais de façon certaine que je vais atteindre mon rêve. C'est ça le levier. Et donc, il n'y a pas 36 000 réponses à cette question. C'est vraiment la chose que je vais franchir, c'est le col que je vais franchir, et après, la route va être facile. Elle n'est pas terminée, hein. Et après, la route va être facile ou plus facile. C'est ça un levier. Alors, je prends un exemple. Moi, souvent, alors c'est des rêves d'ailleurs qui disparaissent souvent au fil du Chilnais, et on me dit, mon rêve, c'est de traverser l'Atlantique. Ça, c'est le CSP+, qui a fait du bateau. Son rêve, c'est souvent de traverser l'Atlantique. Très beau rêve, d'ailleurs. Puis après, quels sont les leviers? Alors, vous voyez, pour vous faire sentir combien c'est subjectif. Celui qui n'a jamais fait de voile, son levier, c'est d'aller et de se faire un stage de voile au Glénan. Évidemment, il faut qu'il apprenne le bateau. Celui qui n'a pas d'argent, son levier, c'est de trouver de l'argent pour se payer la traversée. Voilà. Et celui qui n'aime personne et qui n'a pas d'équipage, son levier, c'est de trouver à qui parler, c'est de trouver son cercle. Et donc, ça, c'est des exemples pour vous montrer que voilà, c'est différent suivant les perspectives, suivant les personnes, pour le même rêve, et que c'est quelque chose d'important, c'est un cap qu'il faut passer pour que tout devienne simple. Voilà, ça ne résout pas tout le levier, mais ça tire tout le reste. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question du caractère. Voilà, mais écoutez, je crois que je vais redonner la parole à Nathalie. Merci Pierre, j'ai envie de dire grâce à vous, mes rêves sont dans ma philosophie de vie. Merci Sandra, merci Kauter, merci à tous.